Ma fille a dit que je n'étais pas solidaire quand j'ai refusé de financer entièrement son mariage de rêve et sa lune de miel. Elle a dit qu'un vrai père ferait cela pour moi. Tu ne m'as jamais aimé assez. Je me suis éloigné en silence. Ce qui s'est passé ensuite était assez incroyable. Je n'ai jamais pensé que je serais le type d'homme qui s'éloignerait de sa propre fille. Je me suis toujours enorgueilli d'être stable, peut-être trop silencieux, trop pratique, mais toujours présent depuis le moment où elle est née. Avec ses petits poings ridés et cette tête pleine de cheveux, j'ai su que j'étais perdu. Sa mère est morte quand elle avait 7 ans, et depuis lors, c'était juste nous deux contre le monde. J'ai appris à lui tresser les cheveux, à préparer un déjeuner qui ne se ramollisse pas avant midi, à feindre un rire quand j'étais trop fatigué du travail pour sourire. Je n'ai jamais prétendu être un père parfait, mais je ne l'ai jamais laissé avoir faim. Je n'ai jamais levé la main. Je ne l'ai jamais fait douter qu'elle était la première. Je pensais que cela était suffisant, mais des années plus tard, quand elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu ne m'as jamais aimé assez », quelque chose en moi s'est brisé d'une manière qui n'a jamais fini de guérir. Tout a commencé avec une annonce de fiançailles qui est arrivée avec tout l'éclat et le glamour d'une proposition de télé-réalité. Elle est entrée dans mon salon en agitant la main en l'air comme si elle venait de gagner à la loterie, cette bague brillant comme une enseigne au néon. J'ai souri pour elle. Je l'ai fait. Je lui ai dit « Félicitations ». J'ai demandé pour le fiancé et je lui ai servi un verre de vin. Mais derrière mes yeux, il y avait une fatigue, une que j'avais portée pendant des décennies. Elle avait de grands rêves et j'avais une pension modeste, un compte d'épargne qui diminuait et un corps trop usé pour prendre des heures supplémentaires comme avant, quand elle a dit qu'elle voulait un mariage de destination en Grèce. Suivi d'une luxueuse lune de miel à Bora Bora. J'ai pensé que c'était une blague, mais son visage n'a pas bougé. Elle a dit qu'elle avait déjà trouvé les endroits, choisi la robe, sélectionné le menu. La seule chose qui manquait était ma part. Je l'ai assise à la même vieille table de cuisine où je l'aidais autrefois avec ses devoirs de maths, et je lui ai dit la vérité, que je pouvais contribuer avec quelque chose, oui, mais pas avec tout, que j'avais prévu de lui donner un acompte pour une maison un jour. Pas un mariage de fantaisie, elle ne m'a même pas laissé finir. Sa voix est devenue aiguë, trop aiguë. Un vrai père, a-t-elle dit, voudrait que sa fille ait le meilleur jour de sa vie. Un vrai père le rendrait possible. Ces mots ont fait plus mal que n'importe quelle main levée. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas défendu. Je suis juste resté assis à cligner des yeux avec le café qui refroidissait. Je me souviens d'avoir pensé, c'est comme ça que ça finit. Pas avec la distance, ni avec le temps qui passe, mais avec une seule phrase. Cette nuit-là, je me suis couché en regardant le plafond, me rappelant les anniversaires que j'ai réussi à organiser à grand-peine, les consultations médicales que j'ai payées en liquide, les excursions scolaires que je ne lui ai jamais permis de manquer, même quand cela signifiait manger des ramen pendant une semaine. Et pourtant, on m'évaluait pour un chèque que je ne pouvais pas signer. J'ai pensé à l'appeler pour essayer à nouveau, pour lui expliquer le poids que je portais, les choses auxquelles j'avais renoncé pour elle. Mais une voix plus profonde en moi, une que je n'avais pas entendue avant, m'a dit de ne pas la poursuivre, que peut-être, juste peut-être, elle ne m'avait jamais vu comme suffisant depuis le début, que peut-être elle avait toujours poursuivi quelque chose de plus brillant, plus riche, plus doux que l'homme qui l'a élevé 3 semaines plus tard. Elle m'a envoyé une invitation formelle au mariage. Papier lourd, lettres dorées, tout le luxe possible. Mon nom était imprimé à la fin comme si j'étais un donateur charitable avec amour et soutien de son père. J'ai voulu rire, mais c'est sorti comme une toux. Il n'y avait pas de notes, pas d'excuses, pas de chaleur, juste de l'attente. J'ai confirmé ma présence parce qu'une partie de moi espérait encore qu'en me voyant là, en voyant que j'étais quand même apparu, elle se souviendrait de qui j'avais toujours été. Pas un fournisseur de fantaisie, mais un témoin de sa vie du début à la fin. Cela devait valoir quelque chose, non? Mais quelque chose en moi a changé ce jour-là. Quelque chose de dur et permanent. J'ai arrêté de l'appeler. J'ai arrêté d'essayer de réparer ce qui était déjà pourri. J'ai payé mon costume en liquide et j'ai gardé le reçu, pensant que peut-être je le rendrais plus tard si je changeais d'avis. Je ne l'ai pas fait. Dans les semaines précédant le mariage, j'ai continué à attendre cet appel, celui où elle se rendrait compte à quel point elle s'était trompée, où elle me dirait que cela ne lui importait pas,
une lune de miel 5 étoiles, et que cela signifiait perdre son père, mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai reçu des messages textes sur les horaires, les plans de siège et si je pouvais couvrir le bar ouvert. Comme si ma présence était transactionnelle, comme si j'étais un autre fournisseur. Le matin de son mariage, j'ai noué ma cravate 4 fois avant de réussir à la faire bien. Mes mains tremblaient, plus que d'habitude. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu celui qui me regardait. On aurait dit un invité à son propre enterrement. Je n'ai pas apporté de cadeau. Je n'ai pas apporté d'accompagnateur, juste mon silence et un mince fil d'espoir que peut-être, juste peut-être, l'amour parlerait plus fort que l'orgueil. Je suis arrivé tôt et j'ai pris un siège près du fond, derrière des gens que je ne connaissais pas. Je l'ai vu glisser dans l'allée radieuse et souriante, la foule se levant comme une marée. Et pendant un moment, j'ai tout oublié. Je n'ai vu que ma petite fille marchant vers une vie qu'elle croyait désirer. Puis, le personnel de sécurité m'a touché l'épaule. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur, une confusion, un parrain désorienté ou un invité en retard cherchant un parking. Mais l'homme en costume noir s'est penché et a murmuré « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. » Comme ça, sans plus, sans explication, sans avertissement, juste un ordre murmuré au milieu d'une cérémonie que j'avais rendue possible. Pas financièrement peut-être, mais dans tous les sens qui comptaient. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a répondu que mon nom n'était pas sur la liste finale des invités et qu'il avait des instructions explicites de m'escorter dehors, et il est apparu. J'ai regardé vers l'hôtel. Ma fille ne s'est jamais retournée. Elle était là avec les mains entrelacées, souriant pour la foule, son dos aussi rigide et froid que le marbre. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle le savait. Elle l'avait planifié. Elle avait demandé qu'il le fasse. Et cela a fait mal d'une manière que je ne savais même pas que je pouvais encore sentir. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix ni fait une scène. Je me suis levé aussi calmement que possible. J'ai ajusté ma cravate et j'ai hoché la tête à l'homme comme s'il ne faisait que son travail. Et peut-être qu'il le faisait. Je suis sorti à travers des rangées de gens qui ne me connaissaient pas. Des étrangers en costume impeccable et robes brillantes, riant, prenant du champagne, pensant déjà à comment tout cela apparaîtrait sur Instagram. Aucun n'a demandé qui j'étais, ni pourquoi je partais. Ils ne m'ont même pas regardé 2 fois. Je suis sorti dehors sous le soleil aveuglant, et j'ai senti la chaleur sur mon visage comme une gifle. C'était tout. Le moment qui aurait dû être l'un des plus fiers de ma vie est devenu la confirmation finale que je n'appartenais plus au monde de ma fille. Je suis resté assis dans ma voiture pendant longtemps. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas si je pouvais même. Mes larmes s'étaient asséchées avec les années, épuisées sur des genoux écorchés, des récitals manqués et la douleur silencieuse d'être un père célibataire qui n'a jamais réussi à être à la hauteur de la fantaisie qu'elle avait de ce que la vie lui devait. J'ai tourné la clé dans le contact, je suis passé devant le poste de valet sans regarder et j'ai pris le long chemin vers la maison. Chaque mile ressemblait à un chapitre qui se fermait. Le genre de fin lente et silencieuse qui ne vient pas avec des fanfares ni des mots finaux. Juste la connaissance que la porte que tu croyais toujours entrebâillée s'était fermée d'un coup et cette fois, tu n'allais pas la toucher à nouveau. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai enlevé le costume et je l'ai accroché soigneusement dans le placard. Pas par sentimentalisme, mais par habitude. J'ai fait une petite valise juste pour quelques semaines, me suis-je dit. J'ai laissé l'invitation au mariage sur le comptoir de la cuisine, juste à côté d'une photo d'elle à 10 ans, tenant un trophée de foire scientifique que nous avions fait ensemble. J'ai regardé cette photo plus longtemps que je n'aurais dû, et puis je l'ai mise face contre table. Cette nuit-là, je suis monté dans mon camion, et j'ai conduit jusqu'à ce que les panneaux de rue deviennent inconnus, et que l'air sente différent. J'ai fini 3 étapes plus loin, dans une ville sans connexion, sans souvenir, sans fantôme. J'ai trouvé une chambre au-dessus d'une quincaillerie qui se louait au mois et j'ai payé en liquide. Le propriétaire n'a pas posé de questions. Je l'ai apprécié. C'est une chose étrange de disparaître. La plupart imaginent que c'est dramatique ou tragique, mais pour moi, c'était tranquille, même paisible. Je ne suis pas parti parce que je voulais la blesser. Je suis parti parce que je ne savais plus qui j'étais dans sa vie. Si un homme n'est pas autorisé à se présenter au mariage de sa propre fille, qu'est-il alors? Un fantôme? Une obligation? Une note de bas de page?
J'ai supposé qu'elle avait déjà assez de gens dans sa vie prêts à feindre pour soutenir la fantaisie. Elle n'avait pas besoin que je sois là pour lui rappeler tout ce qu'elle voulait oublier. J'ai passé la première nuit dans le nouvel endroit, allongé sur un matelas grinçant avec la fenêtre ouverte, en écoutant le son du vent dans les arbres que je ne reconnaissais pas. C'était la première fois en années que je sentais que je pouvais respirer sans attendre la prochaine déception. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à m'adapter à un nouveau rythme. J'ai trouvé un travail à temps partiel, en réparant de vieux moteurs pour un mécanicien retraité qui ne se souciait pas trop des vérifications d'antécédents ou des formalités. J'ai gardé mon téléphone éteint. J'ai arrêté de vérifier les emails. Je n'ai même pas dit à ma sœur où j'étais allé. J'ai supposé que si quelqu'un avait besoin de moi suffisamment, il trouverait un moyen, mais au fond, j'espérais que personne ne le fasse. Le silence est devenu mon sanctuaire. J'ai recommencé à écrire. Juste des gribouillis au début. Des souvenirs, des sentiments, des questions. Je n'essayais pas de tout comprendre. Pas encore. Je le saignais juste une phrase à la fois. Un après-midi, peut-être 3 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre sans expéditeur, juste mon nom écrit de son écriture. La même écriture ondulée qu'elle utilisait sur les cartes de la fête des pères quand elle était une enfant, mon cœur a fait un bond avant même de l'ouvrir. Mais dedans, il y avait une seule phrase. « Je ne comprends pas pourquoi tu m'aurais embarrassé comme ça. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de la culpabilité. » Comme si j'avais orchestré ma propre humiliation, comme si on m'avait jeté dehors de son mariage par ma propre faute. J'ai plié la lettre, je l'ai rangée dans un tiroir, et je me suis servi un verre. C'était le moment où j'ai su, vraiment su que quelque chose en elle avait changé. Ou peut-être que je l'avais vue toute ma vie à travers la mauvaise lentille. Depuis lors, j'ai fait un vœu. Plus d'essais, plus d'espoir. J'avais fait ma part. Je l'avais élevée, je l'avais protégée, je m'étais sacrifié pour elle, je l'avais aimée aussi profondément et constamment que je savais le faire. Et si cela n'avait pas été suffisant, alors rien ne le serait. Elle avait choisi sa vérité et maintenant je choisissais la mienne. 10 ans. C'est beaucoup de temps pour vivre en silence. Mais c'est incroyable à quelle vitesse on apprend à vivre sans le bruit qu'on confondait autrefois avec l'amour. Les premiers mois après ma disparition ont été une désintoxication douloureuse, surréaliste, nécessaire. Je continuais à attendre que le téléphone sonne, que la culpabilité ou la raison brise son orgueil, mais cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, les jours ont continué à passer, lents et indifférents. J'ai travaillé 6 jours par semaine dans l'atelier mécanique, réparant des carburateurs détruits et des pare-chocs cabossés, et chaque soir je rentrais dans une chambre silencieuse au-dessus du magasin qui sentait vaguement l'huile et le vieux bois. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cet espace, à dormir dans un lit que j'avais payé moi-même et à me réveiller sans autres obligations que de me maintenir à flot. J'ai arrêté de mesurer le temps en anniversaire ou en fête. Je ne décorais pas un arbre, je n'envoyais pas de cartes, je ne vérifiais même pas la date à moins d'avoir à signer quelque chose. Je n'étais plus en colère, ni même triste, juste fini. J'ai rencontré Laïa un mardi, il pleuvait et sa voiture s'était arrêtée à 2 rues de l'atelier. Elle est entrée trempée, les joues rouges, les cheveux collés au front, et elle murmurait des malédictions comme quelqu'un qui a eu trop de mauvaises journées à la suite. Elle a regardé autour, m'a vu derrière le comptoir et a demandé « Tu répares quelque chose qui n'a pas 40 ans ?» Elle m'a plu immédiatement. Il n'y avait pas de prétention en elle, pas de douceur superficielle, juste de l'épuisement, du sarcasme, et une bonté fatiguée qui naît de survivre à des choses dont les gens ne demandent pas. J'ai réparé sa voiture, et le lendemain, elle a apporté du café et du pain à la banane, disant que c'était le minimum qu'elle pouvait faire. Cela est devenu notre rituel. 1 fois par semaine, puis 2, puis presque chaque après-midi. Nous n'avons pas parlé du passé pendant longtemps, mais quand nous l'avons fait, elle n'a pas cligné des yeux. Je me souviens de la nuit où je lui ai raconté l'histoire du mariage. Nous étions assis sur les marches arrière de l'atelier, regardant les étoiles à travers une fine couche de nuages. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais élevé ma fille seule. Comment j'avais travaillé 3 emplois en même temps juste pour garder les lumières allumées. Comment j'avais renoncé à des choses que je n'ai jamais dites à voix haute, parce que c'est ce que font les pères. Et puis je lui ai raconté l'invitation, le garde de sécurité, la façon dont ma fille ne s'est jamais retournée.
Laïa n'a rien dit pendant longtemps. Juste restée là à laisser le silence s'installer comme de la poussière. Finalement, elle a dit « Tu ne l'as pas laissé. Elle t'a laissé. Toi, tu l'as juste accepté. » Et j'ai hoché la tête parce qu'elle avait raison. Je ne me suis pas éloigné de ma fille, j'ai juste arrêté de me tenir devant une porte fermée à clé. Parfois, je pensais à la contacter pour son anniversaire, ou quand je voyais une fille au supermarché qui lui ressemblait. Mais ces pensées ne passaient jamais de mes côtes. Je me disais qu'elle avait déjà sa vie. Elle avait un mari, une maison, peut-être même des enfants. À quoi lui servirais-je? À quoi un homme qui ne rentrait pas dans l'image polie qu'elle avait construite d'elle-même? Je ne voulais pas interrompre son monde avec ma présence, et honnêtement, je ne voulais pas retourner dans un endroit où on m'avait seulement toléré. Les gens adorent parler du pardon comme si c'était une vertu, mais ils ne parlent jamais du prix, de comment cela coûte des morceaux de soi-même qui peut-être ne reviennent jamais. Je lui avais déjà donné tant, il ne me restait plus rien à donner. Puis est arrivé l'email. 10 ans et 2 mois après le mariage. Je n'avais pas vérifié cette boîte depuis des années. Elle était liée à ma vie antérieure, celle que j'avais essayé d'enterrer sous des couches de vêtements tachés d'huile et de petits déjeuners de pancakes le dimanche. Mais quelque chose m'a fait y entrer ce jour-là. Peut-être l'ennui, peut-être l'intuition, peut-être une simple coïncidence. Il y avait des dizaines de messages non lus, la plupart des spams, mais une ligne d'objet m'a figé. « J'ai besoin de toi, s'il te plaît. » C'était d'elle, ma fille. La même fille qui a dit que je ne l'avais pas aimée assez. La même qui a fait que je sois jeté dehors de son mariage comme si j'étais un criminel. Et maintenant, elle demandait de l'aide. Je l'ai ouvert et je l'ai lu 3 fois. Il disait qu'elle était malade. Elle n'entrait pas dans les détails, mais elle utilisait les mots grave, urgent et transfusion sanguine. Il disait que j'étais compatible, qu'ils avaient examiné le reste de la famille, ceux qui en restaient et n'avaient retrouvé personne. Il disait qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Mon premier instinct n'a pas été la colère, ni même la confusion. C'était un vide sourd, une douleur creuse que je ne savais pas où placer. J'avais imaginé 1 million de scénarios où elle pourrait réécrire. Un divorce, une naissance, une crise de conscience. Mais cela ressemblait à un mauvais cauchemar inachevé. Je l'ai montré à Laïa. Elle n'a rien dit pendant un bon moment, juste regardé l'écran avec les lèvres serrées. Puis elle a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et pendant un instant, honnêtement, je ne le savais pas. Chaque partie de moi qui avait construit une vie sans elle, chaque partie qui avait appris à vivre avec le silence, me criait de m'éloigner. Mais une autre partie, la partie encore attachée à cette petite fille, aux genoux écorchés et au sourire tordu, murmurait que je devais y aller. Pas parce qu'elle le méritait, pas parce qu'elle avait gagné une seconde chance, mais parce que je pouvais vivre avec m'être éloigné une fois. Je ne savais pas si je pouvais le faire à nouveau. Je n'ai pas répondu à l'email immédiatement. Je l'ai gardé, le laissant là comme une bougie allumée dans une pièce fermée. Silencieuse, contenue, mais dangereuse si tu l'ignores trop longtemps. Pendant 2 jours, j'ai continué la routine. J'ai ouvert l'atelier, réparé une transmission, bu trop de café, ri des blagues sèches de là, mais en dessous de tout, il y avait cette douleur persistante. La connaissance que la fille qui m'avait expulsé de sa vie essayait maintenant de revenir, pas avec du remords, mais avec du besoin. C'était le mot auquel je revenais toujours. Besoin. Pas amour, pas regret, juste désespoir. Je ne savais pas quelle était sa maladie. Je n'ai pas demandé. Je ne voulais pas de détails parce que je savais que si je demandais si j'ouvrais cette porte, même un peu, je la franchirais complètement. Au 3e jour, j'ai appelé l'hôpital. J'ai donné mon nom et il y a eu une longue pause de l'autre côté. Puis, la voix de l'infirmière s'est adoucie, comme si on lui avait donné un script qu'elle ne voulait pas lire. Elle l'a confirmé. Ma fille était dans un état critique, perte de sang, complications auto-immunes. Elle avait besoin d'une transfusion, et mon type de sang était la meilleure option. Il y avait des formulaires à remplir, des légalités à régler, mais rien de tout cela n'importait. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Laïa, jusqu'au matin où j'ai emballé une valise et lui ai dit que je serais absent quelques jours. Elle m'a regardé, a froncé les sourcils et a dit « Tu vas l'aider, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle ne m'a pas arrêté. Elle ne m'a pas blâmé, juste tendu un thermos de café et dit « Ne le fais pas en attendant quelque chose en retour. » Et je savais qu'elle avait raison.
L'hôpital était plus froid que dans mes souvenirs. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois que j'avais marché dans les couloirs stériles d'un endroit comme ça. Et chaque bip de machine, chaque pas silencieux a ramené des souvenirs en couleurs vives. Nuit en tenant la main de ma fille pendant une fièvre. La fois où elle s'est cassé le bras en tombant des balançoires, la panique silencieuse que je portais chaque fois qu'elle toussait trop fort. Et maintenant j'étais là à nouveau. Seulement cette fois, elle n'était plus une enfant. C'était une femme malade et seule, et je n'étais plus l'homme en qui elle avait confiance. J'ai rempli les documents, je me suis allongé dans la chaise. J'ai vu l'infirmière préparer la ligne et glisser l'aiguille. Cela a fait plus mal que je ne m'y attendais. Je n'ai pas demandé à la voir. Je ne voulais pas être vu. Je voulais juste donner ce qui manquait et partir sans cérémonie. Mais on m'a demandé de rester après. Ils ont dit qu'elle voulait me voir. Au début, j'ai refusé. J'ai dit à l'infirmière que je n'étais pas de la famille dans aucun sens significatif. Plus maintenant. Mais ensuite, je me suis retrouvé assis devant la porte de sa chambre, regardant le sol carrelé blanc comme s'il pouvait me donner des réponses. La porte s'est ouverte lentement et pour la première fois en plus d'une décennie, je l'ai vue. Elle avait l'air petite, plus petite que dans mes souvenirs. Son visage pâle, ses yeux enfoncés, entourés de cernes et les cheveux en désordre, comme si elle ne les avait pas touchés depuis des jours. Pendant un moment, aucun de nous deux n'a parlé. Elle m'a juste regardé fixement et je suis resté là sans savoir si je devais franchir le seuil. Finalement, elle a murmuré « papa » et cela m'a frappé comme un camion. Il n'y a pas eu de grande excuse, pas de larmes, pas de règlement de compte poétique, juste un type de gratitude silencieuse et désespérée, de celle qui arrive trop tard et pèse trop peu. « Merci », a-t-elle dit. Je ne savais pas qui d'autre appeler. J'ai hoché la tête, non parce que je l'acceptais, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Elle a tendu la main pour prendre la mienne et je l'ai laissé la tenir juste un moment. Sa peau était froide et douce, comme si elle avait oublié comment être forte. Elle m'a demandé si je pouvais rester un peu. Peut-être parler, peut-être essayer de reconstruire quelque chose, et pendant un instant fugace, je l'ai considéré. J'ai revu la petite fille, celle qui s'accrochait à ma jambe au supermarché et pleurait quand je partais au travail. Mais alors, je me suis souvenu de l'homme en costume noir le jour du mariage, la façon dont elle ne s'est jamais retournée. J'ai retiré ma main doucement. « Je suis venu parce que tu avais besoin d'aide », ai-je dit avec la voix ferme. Pas parce que je voulais quelque chose de plus. Elle a cligné des yeux stupéfaite, comme si cela ne lui était jamais venu à l'esprit que l'amour pouvait apparaître et pourtant avoir des limites. Je me suis levé, je lui ai dit de prendre soin d'elle, et je suis sorti de la chambre sans regarder en arrière. L'infirmière à la station m'a offert un sourire compréhensif, mais je ne l'ai pas rendu. La compassion ressemblait trop à la pitié, et je n'étais intéressé par aucune des deux. Je suis sorti de l'hôpital, et je suis resté assis dans mon camion pendant presque 1 heure, les mains sur le volant, le cœur battant trop fort dans mes oreilles. Je n'avais pas pleuré en la voyant, ni quand elle a dit mon nom. Mais là, seul avec le poids de ce qui venait de se passer, j'ai laissé une seule larme couler sur ma joue. Pas parce que je regrettais de l'avoir aidée, mais parce que je savais, une fois pour toutes, que je ne serais plus jamais sien de la manière qui comptait autrefois. Quand je suis rentré à la maison, Laïa m'attendait sur le porche. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas insisté. Elle m'a tendu une bière et s'est assise à côté de moi, en silence. Après un moment, elle a demandé « Alors, est-ce qu'elle t'a donné ce dont tu avais besoin ?» Je l'ai pensé pendant un long moment, à comment ma fille m'a regardé comme un étranger, qu'elle espérait encore pouvoir être de la famille, à comment sa voix a tremblé en disant mon nom et au mur qui s'était construit entre nous, brique par brique, avec des années de silence, de malentendus et de douleurs non dites. Non, ai-je dit enfin. Mais elle lui a donné ce dont elle avait besoin. C'est suffisant. Et ça l'était, au moins pour moi. Le premier message vocal est arrivé 3 semaines après la visite à l'hôpital. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai reconnu la voix dès qu'elle a craqué à travers la statique. Hésitante, douce, incertaine. « Salut, papa. Je ne sais pas si c'est encore ton numéro, mais je voulais juste te remercier encore d'être venu. Pour tout. J'aimerais beaucoup parler si tu es ouvert à ça. Tu me manques. » Je ne l'ai pas écouté 2 fois. Je l'ai effacé, pas avec rage, mais avec détermination. J'avais déjà joué ce jeu dans ma tête trop de fois. J'avais écrit le script de comment nous nous reconnecterions. Imaginer les conversations,
le pardon timide, les embuscades émotionnelles déguisées en guérison, mais maintenant je savais quelque chose. Le besoin n'est pas l'amour. La proximité n'est pas la réparation. Elle a appelé quand elle saignait, mais maintenant elle essayait de reconstruire depuis la même base qu'elle avait brisée des années auparavant, et elle espérait que je l'aiderais à porter les briques. Puis sont venues les lettres, cette fois écrites à la main, au moins 3 pages et pages, de ce qui ressemblait à une clarté induite par la thérapie, des excuses, des confessions, des questions. Elle écrivait sur à quel point elle avait été jeune, à quel point elle était consommée par l'image et la pression, à quel point elle avait été influencée par des gens qui ne connaissaient pas l'histoire entre nous. Elle parlait de ses regrets, de comment ne pas me voir dans la foule ce jour-là l'avait poursuivie. Même en feignant que non, elle disait qu'elle était mieux maintenant, plus saine, plus centrée, et que la seule chose qu'elle voulait était d'avoir une relation à nouveau. « Pas même la même », a-t-elle écrit. Juste quelque chose. N'importe quoi. Et là, j'ai su que je devais répondre, pas pour elle, mais pour moi. Je devais mettre fin à l'ambiguïté, je devais fermer la porte que j'avais laissée entrebâillée, en espérant ne plus avoir à regarder à travers elle. Un après-midi, je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune et une tasse de café déjà froid. Elle était dehors en me donnant de l'espace, ce que j'ai apprécié. J'ai regardé le papier presque 1 heure avant d'écrire la première ligne. « Je suis content que tu ailles bien. » C'était la seule partie qui ne ressemblait pas à un mensonge. Je lui ai dit que je l'avais pardonné, non parce que je voulais une réconciliation, mais parce que le pardon m'avait permis de respirer à nouveau. Je lui ai dit que je ne portais pas d'amertume, juste une compréhension claire de ce que l'amour doit être et de ce qu'il ne doit absolument pas être. Je lui ai rappelé doucement que quand elle avait le pouvoir, elle l'a utilisé pour m'humilier, pour m'effacer, pour me définir non comme un homme, mais comme un obstacle. Je lui ai dit que j'étais allé à l'hôpital parce que j'avais encore de l'amour en moi, mais que j'étais parti parce que j'avais enfin compris qu'il y a des liens qui ne valent pas la peine d'être reforgés. Pas quand ils ont été brisés avec ce genre de force. Je te souhaite le meilleur, ai-je écrit à la fin. Vraiment. Mais je ne suis pas intéressé à recommencer. Cette porte s'est fermée le jour où tu as demandé à quelqu'un d'autre de me sortir de ta vie. Je me suis éloigné et j'ai trouvé la paix dans cette décision. S'il te plaît, ne me contacte plus. Je l'ai signé, plié et envoyé sans adresse d'expéditeur. Je ne lui en ai parlé que quelques jours plus tard. Quand je l'ai fait, elle m'a juste regardé, étudiant mon visage comme si elle essayait de savoir si je le pensais vraiment. « C'est une chose dure à dire », a-t-elle murmuré, « surtout à ton propre enfant. » J'ai hoché la tête parce que ça l'était, mais la vérité est que les limites ne deviennent pas moins nécessaires juste parce que quelqu'un partage ton sang. Si quoi que ce soit, elles deviennent plus vitales, parce qu'il est plus facile de laisser la famille continuer à te couper au nom de la loyauté. Cette nuit-là, nous avons eu notre première vraie dispute, pas de cris, pas de cruauté, mais avec du tranchant, cru, de celle qui n'arrive que quand on parle de la vulnérabilité. Laïa m'a demandé si peut-être je la punissais encore, si je gardais une rancune que je ne voulais pas admettre. Je lui ai dit non, que cela n'avait rien à voir avec la vengeance. Cela avait à voir avec la paix. Elle a répliqué, dit que la paix et l'isolement n'étaient pas la même chose. Je lui ai dit que je ne m'isolais pas. Je préservais le peu qui restait de moi. « Tu as le droit de protéger ta paix », a-t-elle dit à la fin. Mais ne confonds pas le silence avec la guérison. Cette phrase m'a frappé profondément. Pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'une partie de moi voulait encore que le silence signifie que j'étais guéri. Mais je ne l'étais pas. Pas complètement. Je survivais juste d'une manière qui de l'extérieur ressemblait à de la force. Des jours ont passé, puis des semaines. Plus d'appels, plus de lettres. Elle devait avoir compris le message ou peut-être qu'elle ne savait pas comment répondre à un père qui pouvait encore l'aimer, mais ne la voulait plus dans sa vie. Et c'est quelque chose dont presque personne ne parle, que tu peux aimer quelqu'un avec force, même maintenant, même après tout le désordre, et pourtant ne pas le vouloir dans ta vie. Que l'amour ne signifie pas toujours accès. Parfois, il reste juste tranquille dans un coin de ta poitrine, une relique d'un autre temps. Plus actif, mais pas tout à fait mort non plus. J'ai pensé à elle souvent, mais je ne l'ai pas cherchée. Je n'ai pas vérifié ses réseaux, je n'ai pas demandé après elle, je l'ai laissé vivre sa vie sans moi de la même manière qu'elle m'avait une fois demandé de faire. Et honnêtement, cet équilibre, son absence, a commencé à se sentir naturel. Laïa s'est adoucie avec le temps.
Elle n'en a plus reparlé. Je pense qu'elle a vu que ce n'était pas de l'entêtement, c'était de la survie, et de petite façon, elle m'a aidé à guérir, elle m'a invité dans son cercle. Fêtes, dîners, même des choses banales comme réparer le robinet qui goûte de son cousin ou enseigner à sa nièce à changer un pneu. J'ai commencé à me sentir utile à nouveau, valorisé non parce que j'étais le père de quelqu'un ou l'échec de quelqu'un, mais parce que j'apparaissais et je restais constant. Ce sentiment, bien que petit, a commencé à construire quelque chose de nouveau en moi. Peut-être pas une fermeture, mais une croissance. Un rappel que l'amour, quand il est donné librement et sans attente, peut encore exister en dehors des blessures de la famille. Je n'ai jamais imaginé que le plus grand acte d'amour de ma vie serait de m'éloigner. Ce n'était pas le type d'amour que les gens célèbrent. Il n'y avait pas de grands gestes, pas de discours fiers, pas de retrouvailles au ralenti sous la pluie. C'était silencieux, discret, un amour qui ressemblait à la retenue, qui se sentait comme la solitude, un amour qui refusait de continuer à saigner juste pour prouver qu'il importait encore. Avec le temps, j'ai arrêté de compter les années depuis le mariage. J'ai arrêté de regarder le calendrier à la recherche d'un indice de signification. J'avais déjà pleuré assez. Non seulement la perte de ma fille, mais la perte du père que je pensais être. Ce deuil était plus dur, plus compliqué. Cela m'a forcé à affronter combien de mon identité était liée à être sien, son protecteur, son pourvoyeur, son ancre. Et quand elle m'a laissé partir si facilement, cela m'a forcé à confronter l'homme qui restait derrière. Un qui avait encore de la valeur, même sans un enfant autour duquel orbiter, j'ai recommencé à écrire. Pas juste des pensées ou des souvenirs gribouillés avec rage, mais des réflexions, des morceaux de mon histoire, ma propre voix. Certaines, je les ai partagées avec Laïa, qui m'a encouragé à les transformer en essais. Il y a des gens là-dehors qui ressentent la même chose, a-t-elle dit. Seulement ils ne le disent pas à voix haute. Et elle avait raison. Il y a une étrange honte qui vient avec être éloigné de ton enfant. La société n'aime pas ça. Ils s'attendent à ce que les parents pardonnent toujours, qu'ils sacrifient sans fin, qu'ils portent leurs blessures comme des médailles d'honneur. Mais personne ne parle de l'abus émotionnel que les parents peuvent subir. Comment la manipulation n'est pas toujours bruyante. Comment certains enfants apprennent à utiliser la culpabilité comme une arme. J'ai mis ces vérités sur le papier, et avec chaque mot, quelque chose s'est relâché en moi. Pas de l'amertume. Juste de la compréhension, une acceptation silencieuse que j'ai fait du mieux que je pouvais, et que parfois le mieux n'est pas suffisant pour quelqu'un qui veut plus que ce que tu peux donner. Laïa m'a demandé une fois si je regrettais de ne pas avoir essayé de me réconcilier. C'était tard, passé minuit, et nous étions assis près du feu, laissant les braises briller sous un ciel sans lune. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis resté à regarder la flamme, observant comment les braises se courbaient comme une vieille douleur. Et puis, je lui ai dit la vérité. Non, ai-je dit, non parce que ça ne m'importe pas, mais parce que finalement, je m'importe aussi. Elle n'a pas répondu avec un cliché, ni une affirmation, juste hoché la tête et placé sa main sur la mienne, pas pour me réparer, pas pour remplir un silence, mais simplement pour être là. Et ça, j'ai réalisé. C'était ce que sentait l'amour réel. Pas une exigence, pas une transaction, mais un choix de rester, de respecter, d'être présent sans attente. J'ai visité la tombe de ma femme un froid matin de dimanche, pas longtemps après ça. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois que j'y étais. La pierre tombale était un peu usée, l'herbe cassante par le givre. J'ai apporté du café, son mélange préféré, et j'en ai versé un peu dans la terre comme je le faisais. Elle a presque mouru, ai-je dit à voix basse, et je suis apparu. Ma voix s'est un peu cassée, mais elle est toujours la même, et je ne peux pas feindre que ça ne m'a pas brisé. Je suis resté assis là un bon moment, en parlant à la femme qui n'a jamais vu grandir notre fille, qui n'a jamais eu à endurer ce que j'ai enduré. J'ai fait du mieux que j'ai pu, ai-je murmuré. J'espère que tu es fier. Même si à la fin je suis parti, j'ai laissé une seule rose blanche, non parce que c'était symbolique, mais parce que c'était la seule chose que j'avais sous la main. D'une certaine manière, cela semblait suffisant. Je n'ai jamais raconté à personne cette dernière lettre, celle que ma fille a envoyée 6 mois plus tard. Elle était courte, juste une page. Elle disait qu'elle respectait ma décision, qu'elle arrêterait d'essayer de me contacter, qu'elle serait toujours reconnaissante que je sois apparu quand elle en avait le plus besoin. Elle ne demandait rien, elle n'essayait pas de me faire changer d'avis, juste dit au revoir. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé. Pas avec rage, mais avec paix.
Je ne voulais pas la garder dans un tiroir comme un point d'interrogation. Je voulais que la fin reste une fin. Je voulais que le dernier chapitre soit le mien. Maintenant, quand je pense à elle, ça ne fait plus mal comme avant. C'est comme regarder une vieille photo fanée sur les bords, émotionnellement distante. Il y a de bons souvenirs là, oui, mais ils ne battent plus avec le désir. Ils se sont installés comme de la poussière sur une étagère. Je rêve encore d'elle parfois, toujours comme une enfant, jamais comme la femme qui se tenait à cet hôtel. Peut-être que c'est la façon dont mon esprit me protège, ou peut-être que c'est simplement la dernière version d'elle qui se sentait vraiment mienne. De toute façon, je ne poursuis pas ces rêves quand je me réveille. Je les laisse s'estomper comme le brouillard du matin et je continue ma journée. Certaines personnes ne comprendront pas mon choix. C'est bien. Je ne suis pas ici pour être compris par tout le monde. Je suis ici pour vivre ce qui reste de ma vie d'une façon qui honore l'homme que je suis devenu, après que tout s'est effondré. Maintenant je sais que poser une limite n'est pas cruel, c'est de la survie. C'est une façon de dire « j'ai déjà saigné assez pour ça ». Et si l'amour signifie te détruire toi-même pour être accepté, alors ce n'est pas de l'amour. C'est du sacrifice déguisé en vertu. Et j'en ai fini d'être un martyr. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.